Je vais dire deux mots sur l'entreprise WebSim. Je vais parler de différentes techniques de flux tiré. Donc, je vais parler du takt time que vous connaissez tous, du Kanban, mais aussi du Kanban d'emplacement ou d'approvisionnement. Je ferai une petite incursion par la méthode Polka, qui est un peu moins connue, par le Conwip, un petit peu plus connu que Polka. Une synthèse de ces différents usages parce que aucune solution ne surpasse toutes les autres. Donc, c'est intéressant de savoir dans quelles circonstances utiliser quelle méthode. Et puis, je repasserai la parole à Thibaut pour montrer la complémentarité entre Conwip et DDMRP qui agissent sur deux zones différentes de la supply chain et qui se complètent très bien. J'aime bien terminer aussi par quelques références universitaires et quelques références de livres, si vous souhaitez approfondir. Et je me suis appuyé sur toutes ces références pour construire ce webinaire. Alors, l'entreprise WebSim, rapidement, on est spécialisé dans le pilotage d'ateliers pour améliorer le respect des délais. Donc, notre caractéristique, c'est qu'on est à la fois spécialiste métier du pilotage d'ateliers et éditeur de logiciels, du logiciel qui est conçu dans un esprit lean manufacturing. J'en parlerai un petit peu. Donc, on a une bonne expertise dans les méthodes lean de flux tiré, 10 ans d'existence. Et on a quelques références. Alors, on est dans le manuel Lean One Safran, par exemple, référencé, dans le guide d'assaut des bonnes pratiques. On est très en phase avec le référentiel Aéro-Excellence, pour ceux qui le connaissent. On est membre du GIFAS, et puis on est membre du cluster Aéro Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais tout de suite dans le vif du sujet, et je commence par le takt time. Takt time que vous connaissez très certainement. Alors, le tact, c'est un mot allemand, hein, c'est le tempo. Et en fait, quand on cherche les premières références au tact, ben, on retrouve les lignes d'assemblage des Juncker ou des Messerschmitt dans une organisation qui s'appelait Taktstrasse, hein, où les produits sont fabriqués en ligne les uns après les autres, avec le respect d'un temps prescrit, donc la durée du tact. Tagdauer en allemand, et on est sur des productions. Alors, on entend parfois que c'est pour des grandes séries. Je pense que c'est pas pour des grandes séries, mais des longues séries, c'est-à-dire des séries qui ont une durée significative dans le temps. Par exemple, le Rafale en ce moment est assemblé au tact time, hein, sur ligne d'assemblage, avec un tact de 3,5 par mois. Pour autant, ce n'est pas des très grandes quantités. Et en fait, moi, je parle plutôt de longues séries parce que configurer une ligne au tact, ça demande pas mal d'ingénierie, puisque vous savez qu'il faut équilibrer chaque étape. Donc, il y a beaucoup de standardisation à avoir. Il y a beaucoup donc de travail d'ingénierie, d'industrialisation et de méthode. Donc, pour que ça vaille le coup, ben, il faut que la ligne perdure un certain temps. Alors, vous connaissez aussi le principe du One Piece Flow, bien sûr, avec ce schéma qui montre les pièces qui passent de poste en poste. J'avance d'un cran sur le Kanban. Alors, là, vous avez l'image d'un vieux Kanban en noir et blanc. Donc, vous le savez, ça a été théorisé par Taishi Ohno, hein, Toyota, le système Toyota. Sur le principe, il le dit, hein, de réapprovisionnement des rayons de supermarché, la petite particularité, c'est qu'il a écrit qu'il avait inventé ça en observant des supermarchés aux États-Unis. Et donc, vous connaissez le système, hein, on a des cartes, Kanban veut dire carte en japonais, qui portent la référence, qui entre en stock avec la pièce et qui est détachée de la pièce au moment où la pièce est consommée, c'est-à-dire au moment où elle sort de stock. Je dis ça parce qu'on verra qu'avec des systèmes comme le Conwip, le ticket est différent puisque ni il ne porte la référence, ni il entre en stock avec la carte. J'avance d'un cran sur le Kanban d'emplacement. Le Kanban d'emplacement est considéré comme une variante du Kanban dans laquelle les cartes Kanban sont remplacées par des emplacements de stockage entre deux postes de fabrication. Donc ces emplacements sont neutres au sens où ils peuvent accueillir n'importe quelle référence, n'importe quel code article, alors que le Kanban classique, lui, porte en lui la référence de l'article à fabriquer. Ce Kanban d'emplacement permet en fait de coupler
on commence à arriver sur des méthodes de combinaison push-pull, de coupler en fait les ordres de fabrication qui sont émis par MRP, qui arrivent dans une salle d'attente et qui ne vont entrer en fabrication que s'il y a une place disponible. Donc c'est intéressant parce qu'on commence à mixer la variabilité des références du mix produit piloté par MRP et en même temps un pilotage d'atelier en flux tiré avec un encours limité par le nombre d'emplacements. Bien sûr, avec 0 emplacement, c'est-à-dire juste des pièces sur les postes, vous retrouvez le takt time, qui est finalement une sorte d'asymptote limite basse du mécanisme de Kanban d'emplacement, mais aussi d'ailleurs du mécanisme de Kanban tout court. Et on verra aussi que c'est pareil pour le Conway. J'avance d'un cran pour le mentionner parce que je pense que c'est important de faire la différence entre Kanban d'emplacement et Kanban d'approvisionnement. Vous savez que cette technique est utilisée pour approvisionner les bords de ligne, donc souvent en mode double bac, bac plein de sécurité et puis bac devant qui est celui dans lequel les pièces sont prises. Donc souvent pour alimenter en bord de ligne les composants nécessaires pour de l'assemblage. L'avantage, c'est qu'on va éviter d'encombrer l'atelier, c'est-à-dire qu'on va sortir la quantité juste nécessaire pour approvisionner les lignes. Je parle de ça parce que vous allez voir que le point commun entre toutes ces méthodes de flux tiré, finalement, c'est le fait que le nombre de pièces soit limité dans une zone. Ici, on limite le nombre de pièces dans une zone de bord de ligne. Dans le cas d'une ligne de fabrication, vous voyez que le Kanban, bien sûr, il limite le nombre d'ordres de fabrication simultanément présents, que ce soit Kanban d'emplacement ou Kanban tout court d'ailleurs, le takt aussi, puisqu'il y a un seul OF à chaque opération, limite l'encours. Donc le point commun en fait de tous ces flux tirés, c'est la limitation de l'encours. Un petit mot sur la méthode Polka. Alors Polka, ça a été théorisé par Suri en 1998. Le principe de Polka, c'est que vous avez des boucles entre deux postes successifs. Je vais prendre ma souris. Ici, vous avez le poste 2 qui alimente le poste 3 ou le poste 5. Et la question qui se pose, c'est sur l'ensemble des ordres de fabrication qui sont en amont du poste 2, est-ce qu'il vaut mieux, à l'instant T, que je fabrique des pièces pour le poste 3 ou des pièces pour le poste 5? Sachant que mon objectif, c'est essentiellement qu'aucun des deux postes 3 ou 5 ne désamorce. Alors là, c'est assez facile de voir que le poste 5 n'a plus de pièces. Donc, il faut choisir ici des OF qui ensuite iront vers le poste 5. Et donc, on va prioriser notre file d'attente ici en favorisant la fabrication sur le poste 2 d'ordres de fabrication qui ensuite iront alimenter le poste 5. Ces boucles Polka sont utiles quand, depuis le poste 2, vous ne voyez ni le poste 3 ni le poste 5, donc vous n'avez pas la visibilité sur le fait que le poste 5 va être sevré de pièces. Donc le principe des boucles Polka, c'est que vous avez une boucle entre le poste 3 et le poste 2, une boucle entre le poste 5 et le poste 2. Si les tickets de la boucle entre le poste 2 et le poste 3 sont ici vers le poste 3, ça veut dire qu'il a des ordres de fabrication, et donc il n'y a aucun ticket sur la colonne des pièces qui doivent aller vers le poste 3. En revanche, ici, on voit qu'il n'y a pas de pièces devant le poste 5. Donc, tous les tickets de la boucle Polka entre 2 et 5 se retrouvent ici. Et donc, la consigne, c'est on ne fabrique des pièces que s'il y a un ticket ici. Et donc, on a une synchronisation automatique, une allocation automatique de l'activité du poste 2 vers le poste 3 ou le poste 5. Là aussi, on voit que l'encours est capé par le nombre de tickets en circulation, la règle étant, comme pour le Kanban, que si on n'a pas de ticket, on n'a pas le droit de produire. Vous avez pour illustrer ça un exemple de tableau Polka que j'avais eu l'occasion de mettre en place. Vous avez ici les différentes colonnes qui sont les différents clients de ce poste. Le poste est un poste de lavage en l'occurrence. Vous avez les tickets. Alors le premier ticket, c'est le nom de la colonne. Les tickets ici, ce sont les tickets Polka. Ils sont magnétiques pour être affichés sur le tableau. Ils ont un petit bracelet pour être mis avec les bacs de pièces. Et si on a des tickets ici, ça veut dire que le poste aval n'a pas de pièces et donc on doit laver des pièces pour lui. Par exemple, sur cette première étape,
type de produit, pardon, première famille de produits, on voit qu'il n'y a pas de ticket. Donc, ça veut dire que le poste aval a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la peine de laver des pièces de cette famille-là, même si on en a qui arrivent en flux poussé en amont de notre poste de lavage. J'avance d'un cran sur une autre méthode, alors que nous, on aime beaucoup, qui s'appelle le CONWIP, Constant Working Process. Celle-là a été théorisée au MIT par Spearman, Woodruff et Hopp en 90. Ils ont appelé leur article de recherche CONWIP a Pull Alternative to Kanban. Ils avaient initialement imaginé d'appeler la méthode push-pull. Pourquoi? Parce que, comme pour le Kanban d'emplacement, elle prend le relais de l'envoi, de la génération en mode push d'OF par MRP, et elle prend le relais en atelier pour passer en mode tiré. Alors le principe du CONWIP, vous avez un exemple de tableau CONWIP ici qu'on a mis en place. Le principe du CONWIP, c'est que vous avez des cartes CONWIP qui sont neutres, c'est-à-dire qui ne portent pas en elles la référence à fabriquer. Ce sont une sorte de jetons, de droits à produire. Et la règle, c'est que le nombre de cartes CONWIP en circulation est constant. Je vais avoir quelques transparents derrière qui vont illustrer un petit peu mieux ça. Et donc, si vous n'avez pas de jetons disponibles, vous n'avez pas le droit d'engager un nouvel ordre de fabrication. Et la règle est simplement que chaque ordre de fabrication doit être accompagné d'un ticket CONWIP. À la différence du Kanban, d'une part, le ticket est neutre, donc il ne porte pas la référence en lui de l'article à fabriquer, et d'autre part, il est libéré avant l'entrée en stock. Donc le CONWIP est une méthode qui permet de contrôler l'encours. C'est important parce qu'on verra que lors de la suite du webinaire, quand Thibaut présentera la complémentarité du CONWIP et de DDMRP, DDMRP s'appliquera sur les stocks et CONWIP, lui, est en termes d'application contenu à long cours. Alors, quand vous contenez l'encours, loi de Little, hein, c'est en conséquence, vous réduisez votre lead time. Enfin, si vous diminuez l'encours, vous diminuez votre lead time. Et vous diminuez aussi, si vous travaillez en FIFO, l'écart type de la distribution de ces lead time. J'ai quelques transparents derrière pour faire un petit zoom sur cette méthode CONWIP. Donc, vous voyez ici deux niveaux de stock, un niveau de stock de composants, un niveau de stock de composés tout à droite. Notre ligne est assez simple, elle est faite de 3 postes de travail. Sur ces 3 postes de travail, eh bien, on va envoyer des ordres de fabrication. Assez classiquement, vous avez un système MRP, mais on pourrait aussi travailler à la commande, ou ça marche aussi avec, par exemple, des process de réparation, hein, avec des ordres de service. Donc ici, vous avez tous les ordres de fabrication. Certains sont en file d'attente, d'autres sont engagés dans l'atelier. Et à ce système flux poussé, on va rajouter une boucle CONWIP. Donc en fait, des tickets qui soit sont disponibles, soit accompagnent les ordres de fabrication. Donc la seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit d'engager un nouvel ordre de fabrication si vous n'avez pas de ticket CONWIP. Ici, j'ai un ticket CONWIP disponible, j'ai des ordres de fabrication, je vais matcher les deux, et ça me permet d'engager en fabrication. À partir de là, je n'ai plus de tickets disponibles. J'ai bien sûr des ordres de fabrication ici poussés par MRP, mais je les garde en salle d'attente. Je n'ai plus le droit de les engager. Et en sortie, lorsque j'ai terminé mon ordre de fabrication et avant d'entrer en stock, différence avec le Kanban, je relâche mon ticket CONWIP, j'entre en stock, je solde mon OF et ça me donne la possibilité avec ce ticket de relancer un nouvel ordre de fabrication. Et donc, vous voyez que le ticket va donner l'information du moment où on peut engager un OF et MRP va donner l'information de la référence à produire en fonction du mix produit et sa quantité également. Alors avec ce système, vous maîtrisez l'encours, donc vous maîtrisez le délai, c'est la loi de Little. Le CONWIP, à la différence du Kanban d'emplacement, permet aux encours devant chaque ordre de fabrication de respirer. C'est-à-dire qu'ici, on a 10 tickets en circulation, mais à un moment, il se peut très bien qu'on ait un ticket de moins, je vais le montrer comme ça, sur cette opération, et un ticket de plus ici. On a toujours 10 tickets en circulation, simplement l'équilibre de notre ligne a évolué, alors en fonction du mix produit, en fonction de pannes éventuelles, ou de retouches, ou de problèmes sur la station numéro 2.
Et donc, on va mettre en place des indicateurs vert, orange, rouge dans un conWIP qui vont nous dire si l'équilibre actuel de la ligne est bon, c'est-à-dire si on est en régime de croisière, ou bien si on est en train de se déséquilibrer. Et il se peut qu'on se déséquilibre encore, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai toujours 10 tickets en circulation, donc 10 OF, mais un OF de plus ici. Et donc là, on va piloter la ligne, c'est-à-dire qu'on va ajouter de la capacité sur ce poste de travail. L'ajout de capacité dépend bien sûr de la nature du process. Ça peut être manuel si on a des opérations manuelles, donc de l'allocation humaine de capacité, de l'équilibrage finalement, et quand on est polyvalent, c'est idéal. Sinon, sur des process plus lourds, ça peut être des heures supplémentaires, du délestage sur de la sous-traitance, du travail le week-end, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on va piloter la ligne en termes de charge capacité en réagissant à l'observation des files d'attente. Les files d'attente ayant la bonne idée de se concentrer devant le poste du moment pour lequel le ratio charge-capacité est le plus fort, vous avez là, sans faire aucun calcul, une vision immédiate de la situation de déséquilibre de la ligne et du poste goulet d'étranglement du moment. Donc on est vraiment sur des techniques de pilotage d'atelier là qui sont en phase avec le lean manufacturing. On observe sur le terrain la situation, on réagit de la façon la plus agile possible pour rééquilibrer en permanence la ligne. Par rapport au takt time qu'on présentait tout à l'heure, vous voyez que le takt, c'est une ligne qui est définitivement équilibrée une fois pour toutes grâce à l'ingénierie, l'industrialisation et les méthodes. Vous voyez que le conWIP, c'est une situation dans laquelle on rééquilibre en permanence. Pourquoi on rééquilibre en permanence? Parce qu'on fait face à un mix produit et à de la variabilité qui ne permettent pas d'équilibrer une fois pour toutes. Donc, on a cette solution d'agilité qui consiste à rééquilibrer en permanence en réajustant les allocations de capacité en fonction de charges constatées, et on constate ces charges en observant les files d'attente. Voilà quelques exemples de conWIP qu'on a mis en place. Le plus souvent, ça ressemble à des étiquettes magnétiques sur des tableaux. Ici, c'est un conWIP de réparation, en bas à gauche. Ici, c'est de la mécanique, ici aussi. Et là, c'est de la fabrication de pièces pour l'aéronautique. Vous avez à droite une solution qu'on a développée, nous, de conWIP digital. Donc, vous voyez qu'il y a un mimétisme avec les conWIP papier. Simplement, l'intérêt, c'est que les tickets sont générés automatiquement par connexion à l'ERP. Ils peuvent bouger aussi automatiquement d'une colonne à l'autre par connexion avec l'information de saisie de fin d'opération dans l'ERP ou dans le MES. Et j'aime bien la photo en bas à droite qui montre un tableau conWIP digital en situation d'atelier. Donc, on est vraiment sur de la solution digitale dans un esprit lean manufacturing, c'est-à-dire non pas du digital dans le bureau, mais du digital dans l'atelier, avec mise à disposition d'informations et prise de décision par les personnes de terrain dans un cadre qu'on leur donne, le conWIP en l'occurrence ici, mais ça peut fonctionner également en flux poussé traditionnel, avec une observation directe des engorgements et des files d'attente et des priorités. Une petite synthèse de tous ces usages. J'ai deux tableaux là. Un premier tableau qui est un petit peu plus synthétique, et puis un deuxième tableau qui est plus analytique et qui décrit méthode par méthode les cas d'usage. Donc vous avez sur l'axe des abscisses une notion de diversité du mix produit, donc finalement de variété des références fabriquées. Alors, variété au sens en fait de la différence de trajectoire. Alors, il y a la différence du nombre de codes articles, enfin, la quantité de codes articles différents, on va dire, à fabriquer. Et puis, il y a aussi la notion de différence de trajectoire d'un article à l'autre. Et puis ici, vous avez la variabilité des opérations. Donc, quand on a en fait une variabilité très faible des opérations, on peut travailler au takt time. Comme je le disais, le point clé, c'est l'équilibrage de la ligne et le travail d'ingénierie qu'il y a à faire. Et donc, il nécessite que la production derrière dure un certain temps pour que le travail d'ingénierie soit rentable. Vous voyez qu'en fait, si on a une grosse diversité du mix produit, c'est-à-dire beaucoup de codes articles différents, mais qu'en fait, ces codes articles différents nécessitent tous les mêmes opérations et les mêmes temps opératoires, donc peu de variabilité dans les opérations, on peut tout à fait travailler au takt time. Je vais prendre un exemple. Vous fabriquez des produits qui ont des couleurs tous différents.
Vous avez une centaine de références de couleurs, mais la peinture arrive à la fin et c'est le même temps de peinture, ben, vous pouvez tout à fait travailler au tactile. Ici, quand on monte en variabilité des opérations, on va avoir nos deux solutions de Kanban. Alors, le Kanban est intéressant. Donc, le Kanban, en fait, donne plus de latitude que le tactile, hein, puisqu'il y a plus de tickets qu'un seul ticket par opération dans le tactile. Et donc, vous avez les buffers qui se constituent pour amortir la variabilité. Simplement, la difficulté avec le Kanban, il y a deux difficultés. D'abord, la cohérence avec MRP. Le risque étant que MRP vous demande de fabriquer une référence, mais que le Kanban vous demande d'en fabriquer une autre, parce qu'il n'est absolument pas certain qu'il y ait synchronisation entre le calcul des besoins et les colonnes Kanban. Et puis, le deuxième point de difficulté, c'est que quand vous avez beaucoup de références différentes, il est très dur de faire du Kanban parce que vous savez, il faut une colonne par code article. Et donc, au-delà d'une dizaine de colonnes, c'est ingérable en termes de management visuel. Et donc là, dans ce cas-là, et c'est pour ça que sur l'axe diversité du mix produit, pour cela, quand on se déplace sur la droite, eh bien, il faut passer au Kanban d'emplacement ou Kanban générique. La difficulté du Kanban générique, c'est qu'on limite le nombre d'emplacements entre chaque opération. Et si vous avez une variabilité un petit peu forte, il y a assez vite des risques de blocage. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ce risque de blocage? On va passer en mode CodeWhip ou Polka. Je vais parler du CodeWhip. Vous avez vu que dans le CodeWhip, on a la possibilité que les files d'attente respirent. Donc, on va s'affranchir du risque de blocage de Kanban d'emplacement. On va limiter quand même la quantité totale de l'encours. C'est ce qui nous intéresse parce que c'est ça qui limite le lead time total. Et donc, on va avoir des solutions qui permettent de gérer à la fois la variabilité des opérations grâce aux buffers qui se constituent devant les postes et une forte diversité du mix produit allant jusqu'à des process de type réparation où la diversité et la variabilité des opérations est très forte et la diversité des produits aussi. Donc, on a une solution qui permet de gérer ces deux axes. Bien sûr, si on peut tacter, il faut tacter, il ne faut pas se poser de questions, mais il y a plein de cas où on ne peut pas tacter. Alors, voilà un autre tableau un petit peu plus analytique et je vous le ferai passer si vous souhaitez hein, avec les transparents, dans lequel, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, donc le type de système, la régulation du WIP, on va dire si c'est adapté à tel ou tel type de production. Il y a une notion de simplicité, le tact est très simple à piloter. Le Polka, par exemple, est un petit peu plus complexe parce que vous avez vu que, en termes de design de notre système de pilotage, il faut une boucle Polka pour chaque paire de machines successives. Donc, on peut assez vite rentrer dans un système un peu complexe avec énormément de boucles. Le ConWhip, lui, aura l'avantage d'avoir une seule boucle pour englober l'ensemble de votre flux. Vous avez aussi les inconvénients, puisque chaque solution a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et encore une fois, aucune ne surpasse chacune des autres. Voilà. J'avance d'un cran. Et donc, là, je vais repasser la parole à Thibaut pour la complémentarité de ConWhip et DDMRP. Voilà, arrêt du partage. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. C'est bon? Alors, en effet, comme on vient de le voir, merci Patrick, on a bien compris l'intérêt du ConWhip qui va permettre finalement de limiter l'encours dans un ensemble de postes, dans un regroupement de postes ou un atelier, de manière à fluidifier cet encours et accélérer la vitesse de sortie des pièces. Eh bien, c'est un peu sur la même philosophie que s'est construit le DDMRP. Donc une méthode qui est relativement récente, hein, une méthode de planification qui est relativement récente. Elle date des débuts des années 2010. Elle a été créée par ces deux personnes que vous voyez à gauche et à droite, qui sont Carl Tact et Chas Smith. Tout simplement, ils se sont basés sur la loi de Plosol, qui est que tous les bénéfices
bénéfices au sens marge, au sens cash, sont directement liés à la vitesse du flux de matière et d'information. Et donc, ils ont essayé de mettre sur pied une méthode qui permet finalement de piloter cette vitesse du flux de matière et d'information de la manière la plus efficace possible. Et pour cela, ils sont allés chercher le meilleur de ce qu'ils pouvaient trouver dans le MRP, qui vise à synchroniser la demande et la supply, dans le Lean sur la réduction du gaspillage, dans la théorie des contraintes sur l'amélioration du throughput, et puis dans le Six Sigma sur la réduction de la variabilité. Et ils ont essayé de faire une synthèse de toutes ces méthodes et tous leurs apports en venant ajouter certaines innovations pour créer le DDMRP ou le Demand Driven. Le DDMRP étant la partie opérationnelle de la méthodologie Demand Driven. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthodologie Demand Driven? Le Demand Driven, c'est finalement une méthode relativement moderne, puisque quand on regarde MRP 2010-2011, c'est relativement moderne, dans lequel on va venir positionner à des endroits stratégiques des buffers qui vont permettre de casser la grosse problématique du MRP, c'est l'effet bullwhip, c'est-à-dire une petite variation va venir s'amplifier tout au long de la chaîne, de la supply chain. Et cette variation, elle peut venir du client, de la demande du client, et venir s'amplifier de poste en poste, de fournisseur en fournisseur. Mais elle peut être également une variation qui vient de l'approvisionnement. On en connaît une actuellement, avec la crise qu'il y a dans le Golfe d'Oman. Une variation d'approvisionnement, mais ça vient s'amplifier partout dans la chaîne et finalement créer des perturbations de partout. Le positionnement stratégique des buffers, c'est l'utilisation d'un système bien particulier qui n'est pas uniquement un stock, qui va venir créer une désynchronisation dans les flux et donc casser cet effet bullwhip. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Vous pouvez avoir une grande variabilité associée à un approvisionnement. Vous venez casser cet effet de variabilité pour finalement limiter la variabilité entre chaque point de buffer. Et finalement, c'est ces systèmes de buffers placés à des endroits stratégiques qui créent ce qu'on appelle des points de découplage et qui assurent la satisfaction du client parce qu'on protège le client de toute la variabilité qu'il peut y avoir en amont, qui va assurer la pertinence des stocks, s'assurer qu'on a le bon stock au bon endroit qui va répondre à la réelle demande et non pas à une prévision qui avait été faite, et la stabilité des flux. Donc c'est ça le DDMRP. Alors finalement, en quoi le DDMRP et le ConeWhip peuvent fonctionner ensemble ou quel est l'intérêt de les faire fonctionner ensemble? Eh bien, comme l'a dit Patrick, on va voir que le DDMRP qui utilise ces fameux buffers, la constitution même de ces buffers, elle est intimement liée avec le levier sur lequel joue le ConeWhip. Tout simplement, ces buffers sont constitués de 3 zones. Une première zone qui est une zone verte, qui va déterminer grosso modo comment on va réapprovisionner ce buffer, à quelle fréquence, quelle quantité. Une zone jaune qui va permettre de couvrir la demande client interne ou externe pendant le temps de réapprovisionnement de ce buffer. Et puis une zone rouge qui va être la capacité d'amortissement de la variabilité, que ce soit la variabilité externe, client, que ce soit la variabilité externe, fournisseur, ou que ce soit la variabilité interne. Et donc ces 3 zones qui constituent le dimensionnement du buffer, eh bien, elles ont toutes les 3 un système de calcul qui va utiliser le délai d'obtention, qu'on va appeler en langage DDMRP le délai découplé. C'est-à-dire que plus le délai d'obtention est gros, est important, plus le buffer va grossir. Donc par conséquent, vu que le ConeWhip accélère le flux et diminue les délais, les temps de passage d'un stock à un autre, eh bien, le ConeWhip, en réduisant le délai d'obtention, va permettre au DDMRP
de réduire la variabilité qui va être à intégrer et de réduire les zones de buffer associées, que ce soit la zone verte, la zone rouge et la zone jaune. Et donc, pour un même résultat, on va avoir besoin de beaucoup moins de stock et d'encours. Donc, finalement, le ConWhip et le DDMRP, si j'y arrive, tac, 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 excusez-moi 2 secondes. Voilà. Ils vont agir sur des zones différentes. Le DDMRP va plutôt être là pour dimensionner des stocks, déclencher des ordres et ensuite définir les priorités entre ces ordres de fabrication. Le ConWhip, lui, va piloter les ordres de fabrication qui ont été déclenchés par le DDMRP de manière à s'assurer que ces ordres de fabrication seront traités de la façon la plus rapide en fluidifiant le flux et surtout en assurant une maîtrise claire des délais. Donc finalement, c'est deux méthodes qui vont se complémentariser et qui vont surtout décupler l'effet. ConWhip qui réduit et stabilise les délais d'obtention grâce à la limitation des encours. Et ensuite, le DDMRP qui, lui, va adapter le niveau de stock donc en le réduisant puisque le délai aura été réduit et le niveau d'encours en déclenchant les ordres uniquement en fonction de la demande réelle. Donc, on est bien sur deux systèmes en flux tiré qui sont interconnectés. Contrairement à un système MRP classique allié à un système ConWhip, le système MRP classique est en flux poussé et on vient utiliser le système ConWhip pour tirer ce qui a été poussé par le MRP. Là, on a deux systèmes de flux tiré. Et donc, si on... Ah, excusez-moi. Je croyais qu'il y avait un autre slide. Et donc, si on revient à la loi de Plessel, qui est que tous les bénéfices d'une entreprise sont directement liés à la vitesse du flux d'informations et de matière, eh bien, en alliant le DDMRP et le ConWhip, on a un effet décuplé justement sur le flux d'informations et de matière. Donc, on a un effet décuplé sur la production de cash, sur les bénéfices de l'entreprise. Donc, bien au contraire, ces deux méthodes fonctionnent très très bien entre elles. Je peux peut-être dire deux mots, Thibaut, sur les références. On va passer maintenant aux références. Ouais. Si tu remets les références. Ouais, super. Oui, je profite de ce transparent. Voilà, on l'a mis à cet endroit-là. Donc, quelques références. J'avais dit que j'en mettrais dans le webinaire. Que j'aime bien. J'ai mis l'article fondateur sur le ConWhip, le livre Factory Physics, qui est, je trouve, très intéressant sur le pilotage en flux tiré. Suri, donc c'est la méthode Polka, si vous souhaitez approfondir ça. J'ai cité, je saute, mais j'y reviendrai, bien sûr, Carole sur DDMRP. J'aime beaucoup les travaux de Christoph Roser, qui est un professeur allemand, sur le Lean et sur les méthodes de flux tiré. Donc, il a un site d'ailleurs, allaboutlean.com, qui est très bien fait, je trouve. Et puis, je reviens sur l'article du milieu de Hobbs Spearman, to pull, what is the question? Je le trouve extrêmement intéressant cet article parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur qu'est-ce que c'est qu'un flux tiré, qu'est-ce que c'est qu'un flux poussé. Et donc en analysant tout ça scientifiquement, parce que c'est un article de chercheurs qui est validé par les pairs, il arrive à la conclusion qu'un flux tiré, c'est une situation dans laquelle le stock ou l'encours sont capés, c'est-à-dire sont maîtrisés. C'est ça essentiellement qui caractérise un flux tiré et non pas comme on le voit écrit parfois que ce serait dépendant d'un mode de production entre make to stock, make to order, make to forecast, tout ce genre de choses. Ça, c'est une dimension qui est orthogonale au flux tiré versus poussé. Donc, si vous souhaitez approfondir, si vous posez des questions sur qu'est-ce que c'est vraiment un flux tiré, je vous suggère vraiment cet article de Hobbs et Spearman de 2000.
Super. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire et avant, bien sûr, de clôturer ce webinaire, eh bien, on se donne un petit peu de temps pour pouvoir répondre aux questions. Alors, il y a eu quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, j'ai vu notamment une question qui était sur le ConeWhip. Tac, 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 je la retrouve. Tac, voilà. Le ticket de ConeWhip représente-t-il une quantité d'heures de charge machine? Alors, je vais prendre la Est-ce que tu question. peux peut-être répondre? Ouais. Alors, en fait, le nombre de tickets ConWhip à mettre en circulation se détermine avec des équations qui sont des équations de théorie des files d'attente qui ont été éditées par le MIT en 90. En fait, d'une certaine façon, oui, ça représente une quantité d'heures de charge machine, plus du buffer de sécurité d'encours, devant les postes, puisqu'on travaille avec le ConWhip sur l'encours, devant les postes qui ne doivent pas désamorcer parce qu'ils sont goulets d'étranglement. Donc, vous voyez que là, quand on dit ça, on mobilise la théorie des contraintes de Goldratt. Et donc, c'est à la fois effectivement une notion de quantité d'heures de charge, mais il ne faut pas la rapporter à la journée ou à la semaine. C'est en fait une quantité de travail qui va permettre à chaque poste, et en particulier les postes goulets d'étranglement qui assurent la cadence de la ligne, de ne pas désamorcer. Et donc, je pense qu'il faut d'abord le voir comme ça, comme une réserve de charge qui va se répartir sur la ligne en fonction du goulet d'étranglement du moment. Voilà, c'est ma vision du ConWhip. Mais on peut avoir cette vision aussi, c'est une sorte de quantité d'heures de charge machine, oui. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et comme ça on les prendra. Alors il y en a certaines qui arrivent. Quelle différence entre détermination du nombre de cartes ConWhip et du niveau de buffer, des buffers qui déterminent aussi d'une certaine manière le nombre d'OF à lancer et donc le nombre de cartes? Alors là, je suppose que la question est en lien entre les buffers des DMRP et le ConeWhip. Alors, je dirais que les buffers des DMRP vont déterminer ce qu'il faut lancer en production en fonction de la demande réelle et en fonction du dimensionnement du système que l'on a mis sur pied. Une fois que ces buffers ont déterminé ce qu'il fallait approvisionner, finalement, entre deux positions de buffer, le système DDMRP, ici ça s'appelle DDMRP, c'est bien pour ça, il utilise un système MRP. Donc finalement, on génère des ordres de fabrication. Et donc là, le système ConWhip va venir limiter le nombre d'ordres de fabrication qu'on va réellement mettre dans l'atelier, de manière à s'assurer qu'on ne va pas engorger l'atelier et à s'assurer que, résultat, nos délais d'obtention, nos délais de traversée seront bien maîtrisés et le plus court possible. Donc, le nombre de cartes comme oui qu'on va mettre en place, elle est plus liée à la capacité d'absorption de flux de notre atelier et non pas au nombre d'ordres de fabrication que potentiellement le buffer DDMRP va émettre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, peut-être j'ai une interrogation sur la question, Guillaume. Est-ce que c'est, quand vous parlez de niveau des buffers, vous parlez des buffers des DMRP ou vous parlez des buffers d'encours ConWhip? Parce que c'est vrai qu'on a utilisé le mot buffer pour les deux, en fait. Ouais, ouais. C'est possible d'avoir la réponse à la question dans le chat. Ça arrive? Des buffers DDMRP. Ok, donc c'était correct. Merci beaucoup. Ok, on a une autre question de Mamadou. Bonjour Mamadou. Pouvez-vous confirmer à tout le monde comment dimensionner le nombre de boucles ConWhip?
Alors, je pense qu'on le boucle ou de carte code whip, peut-être. Comment dimensionner une boucle, finalement? Oui, en fait, il y a deux questions finalement, mais on peut traiter les deux, c'est intéressant. Première question, quand on arrive dans un atelier, est-ce qu'il faut une boucle Conweb, deux boucles, trois boucles, cinq boucles? La question se pose. Alors, ça dépend de l'homogénéité des flux dans l'atelier. Quand on a un atelier qui fabrique, suivant le même process, des pièces différentes, mais suivant le même process, une boucle Conweb ira très bien pour regrouper tout ça. Si on a un atelier qui est hétérogène, parce qu'il a différents process de fabrication, parce qu'il a différentes familles de produits qui sont relativement distinctes, même si elles ont des moyens communs, là, par exemple, il faudra deux boucles Conweb. En passant, nous, on a des cas où on met deux boucles Conweb dans l'atelier et on pilote les moyens communs en Polka. Donc, en fait, on mixe du Conweb et du Polka. On pourra y revenir. Et après, la deuxième question, c'est comment on dimensionne une boucle. Donc, le dimensionnement d'une boucle, ça pose deux questions. Le nombre de tickets à mettre en circulation. Donc, dans mon exemple, il y en avait 10, mais pourquoi 10, pourquoi pas 20, pourquoi pas 5? Et puis, la deuxième question, c'est les seuils vert, orange, rouge à chaque étape de fabrication. Alors, ça fait appel, comme je le disais, à de la théorie des contraintes et de la théorie des files d'attente. Nous, on utilise un simulateur qu'on a développé pour l'occasion, qui s'appelle WIPSIM, Work in Process Simulation, qui a donné son nom à l'entreprise, qui incorpore les équations du MIT et qui permet de dimensionner de la façon la plus optimale une boucle Conweb. Sachant que le dilemme, c'est que si vous mettez trop de tickets, bah, vous vous retrouvez dans une situation de flux poussé, d'engorgement d'encours et d'augmentation des lead time. Si vous mettez pas assez de tickets, vous vous trouvez dans une situation de risque de désamorçage des goulets d'étranglement, donc de baisse des cadences. Et donc, on est sur une zone qui est intermédiaire, qu'il faut dimensionner entre trop de tickets ou pas assez de tickets. Nous, on fait ça avec notre simulateur WIPSIM qui nous permet de déterminer le bon nombre de tickets et les indicateurs vert, orange, rouge. Une autre façon de faire ça, un petit peu plus expérimentale, c'est comme le Kanban, de partir avec un grand nombre de tickets et puis vous en enlevez petit à petit. Et puis, vous voyez à quel moment le flux se rompt. Et donc, vous cherchez la raison pour laquelle ça s'est rompu. Vous remettez des tickets le temps de résoudre. Alors, ça s'est rompu peut-être parce qu'il y avait trop de variabilité sur un poste ou parce que il y avait trop de panne sur un poste ou classiquement, hein, c'est la méthode de réduction progressive des encours en flux tiré qui est proposée par l'approche Lean et le Kanban comme mode opératoire. Ok. Dernière question peut-être de Mamadou. La loi de Little pourrait-elle permettre d'avoir un bon niveau d'encours et de faire le bon nombre de tickets et de faire le bon nombre de tickets? Je comprends. Alors le problème de la loi de Little, c'est qu'elle ne prend pas en compte la variabilité. Et donc c'est une loi en moyenne. Hein. C'est une loi en moyenne. Et donc la difficulté, en fait, sur un Conweb, vous avez vu, à certains moments, vous avez des buffers qui se constituent, des niveaux vert, orange, rouge. Et en fait, ces buffers, ils sont là pour amortir la variabilité, et en particulier devant les postes goulets d'étranglement. Et donc la loi de Little, en fait, est une loi en moyenne qui ne va pas considérer la variabilité, les écarts types, et donc du coup qui va pas permettre de dimensionner un Conweb. Ok. Allez, une toute dernière question. Dans quel cas on ne peut pas utiliser le Conweb? Alors, oui, c'est intéressant. Alors, il y a une première réponse, c'est quand vous pouvez faire mieux. C'est-à-dire quand vous pouvez mettre du tact, quand vous pouvez mettre voilà, ce genre de système, de commande d'emplacement, ce genre de choses. Là, il ne faut vraiment pas hésiter. Ensuite, les cas de figure où on ne peut pas utiliser du Conweb, ça va être les cas de figure où on a, on va dire, on peut utiliser du Conweb, mais on ne va pas gagner énormément en termes de réduction du lead time parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de variabilité. Et donc la question, c'est d'où on part en fait. Parce que moi, je vois beaucoup de cas d'ateliers
où il y a un énorme engorgement d'ordre de fabrication, donc beaucoup de difficultés d'ordonnancement, de planification. Et donc, mettre déjà du conduit, c'est-à-dire passer de flux poussé en flux tiré et changer finalement de façon de piloter et avoir une vision en temps réel des files d'attente, ça vous apporte déjà beaucoup d'informations. Et après, en fonction du point de départ, vous allez pouvoir gagner progressivement en encours, donc réduire vos lead time et stabiliser vos délais et améliorer vos OTD. Et puis, il y a un moment où, en fonction de la variabilité intrinsèque de votre process, vous ne pourrez plus gagner grand-chose. Les process sur lesquels on gagne plus énormément, c'est les process de réparation, par exemple, sur lesquels, effectivement, là, il y a une variabilité intrinsèque qui dépend de la panne à réparer. Et donc là, passer en conduit pas de l'intérêt si on part de loin. Voilà. Mais si on part d'un flux qui est déjà plutôt propre en termes de quantité d'encours, ça n'apportera pas grand-chose. OK. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous propose donc de conclure. Il y a deux nouveaux, excuse-moi Thibaut, j'ai vu qu'il y avait deux nouveaux noms où elles sont passées, c'est ça? Deux nouvelles questions en cours de oui, route, parce que ou je me trompe? oui, la dernière question était sur la variabilité, mais la variabilité, tu viens de répondre, c'est la variabilité des process. Ah, alors il y a les deux. Il y a la C'est variabilité dont tu parlais. de la demande aussi, effectivement. Il y a la variabilité de la demande. Et s'il y a un cas où le conduit n'est pas intéressant, c'est quand on est dans une industrie où l'objectif est d'optimiser des équipements. Alors, typiquement, c'est les industries de type traitement thermique, traitement de surface, où là, il y a des regroupements de recettes et où la problématique est complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des optimisations d'OTD, on est plutôt sur des optimisations de TRS d'équipement qui coûtent très cher. Et donc là, il n'y a pas d'intérêt à utiliser le ConWip. Et une dernière aussi situation où on n'a pas intérêt à faire du ConWip, c'est quand le process est très automatisé et est déjà régulé par la vitesse de convoyeurs, de machines, etc. Donc là, il n'y a quasiment pas de file d'attente et donc il n'y a pas de file d'attente à piloter. OK. Alors, pour finir notre webinaire, je vous propose donc le planning des différents ateliers qui seront proposés par Alp Supply Chain dans les jours à venir. Donc, semaine prochaine, un atelier sur Annecy autour des achats et des approvisionnements, un afterwork apéro logistique donc le 25 à Lyon, un autre webinaire sur la logistique hospitalière le 27 et un atelier Serious Game autour du Value Stream Mapping qui a lieu le 31 mars. Si vous souhaitez participer à ces événements, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à vous rendre sur le site internet de l'association. Et puis, avant de partir, tout simplement, on voulait vous remercier pour votre attention et d'être venu sur ce webinaire. Et on vous remercie de bien vouloir nous laisser un feedback sur ce que vous avez pensé de ce webinaire et puis pour pouvoir avoir finalement de la matière pour pouvoir vous proposer des choses les plus adaptées à ce que vous attendez dans les jours, semaines et mois à venir. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner le QR code et envoyez-nous un petit feedback. Merci à vous, bonne fin de journée et à bientôt sur les événements Alp Supply Chain. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez, ça sera avec plaisir. Au revoir.